troisième et dernière partie donc sur la figure d'Antipater, hein, régent de Macédoine. Donc voilà, la mort de Perdiccas en 321 entraîne donc une nouvelle répartition des postes, hein, et le conseil de Triparadisos, donc en Syrie. Donc il n'y a pas de grands changements au niveau des satrapies, hein, à part la promotion de Séleucos à la tête de la Babylonie. Mais en tout cas, pour revenir à Antipater, hein, celui-ci conserve donc évidemment la régence de Macédoine au titre de stratège d'Europe, mais lui est adjoint, hein, un nouveau poste prestigieux, avec plein pouvoir, on pourrait dire, celui de protecteur des rois. Épimélète. Alors attention, ce n'est pas tuteur, hein, c'est stade au-dessus. Hein, tuteur, c'est prostatès. Là, c'est protecteur des rois, en clair, régent. Hein, pour être précis, sachant que le tutorat des rois est d'abord prévu à échoir à Antigone, hein, mais il va occuper aussi cette fonction. Donc, Antipater va voilà donner de vastes pouvoirs à Antigone. Hein, voilà, il va distribuer, on va dire, les fonctions et donner à Antigone, on parlera largement bien sûr, le titre de stratège d'Asie, avec pour mission de vaincre Eumène de Cardia, hein, qui n'avait pas rendu les armes, hein, et qui jouera encore un rôle important. Antipater va quand même lui adjoindre un second, hein, son propre fils, Cassandre, hein, qui va alors diriger la cavalerie, hein, on va dire, de l'armée d'Antigone. Voilà. En tout cas, la mésentente entre Antigone et Cassandre éclate peu après. Euh, et il est quand même désavoué par son père, hein, qui n'est d'ailleurs pas encore rentré en Europe. Et Cassandre va jouer un rôle important parce que il va convaincre en fait Antipater de ne pas se séparer des rois, de ne pas les laisser en Asie et de les emmener avec lui en Macédoine. Hein, en fait, de les sortir, on va dire, de la tutelle possible d'Antigone, hein, qui au départ s'était vu confier la garde des rois. Euh, alors il y a quand même un geste de rapprochement entre Antipater et Antigone, parce qu'Antipater va donc marier sa fille Phila, qui était la veuve de Cratère, avec le fils d'Antigone, Démétrios, qui a donc un rôle très important à jouer. Si on a suivi, le fils de Démétrios, Antigone Gonatas, donc qui sera roi de Macédoine, et donc petit-fils d'Antigone et d'Antipater à la fois, hein, ce qui fait dire effectivement qu'il y a quand même des pédigrés intéressants chez ces épigones, hein, donc les successeurs des Diadoques. Voilà, donc de facto, hein, on va dire que les deux vieux généraux de Philippe II, hein, ils sont d'une génération plus ancienne qu'Alexandre, hein, se partagent l'autorité impériale. Donc de fait, Antipater contrôle l'Europe, Antigone l'Asie. Alors dans le même temps, il veut aussi s'attirer les bonnes grâces de Ptolémée en lui offrant sa fille Eurydice. Alors, en clair, on peut dire aussi déjà que le départ en fait des rois en Macédoine est quand même lourd de conséquences, parce que on peut considérer qu'ils quittent le centre de l'empire et que l'Asie, voilà, est désormais livrée aux ambitions d'Antigone, qui sera d'ailleurs, on peut l'anticiper, mais le premier Diadoque à se proclamer roi, hein, vers 306. Alors revenons à la régence, on peut dire comme ça, d'Antipater en Grèce, qui est marquée par la reprise du conflit avec les Étoliens qui s'étaient déjà rebellés. Ils ont profité voilà, du départ d'Antipater et de Cratère pour envahir la Thessalie. Et cette région de Thessalie est donc reconquise par un personnage qui va jouer un rôle important plus tard, qui s'appelle Polyperchon.
qui est donc lui aussi un officier de la phalange expérimentée, qui fait figure, on va dire, de général d'Antipater. Retenez bien, Polyperchon, il jouera un rôle important ensuite. Pour revenir au contexte des Grecs à l'époque, la cité d'Athènes retrouve une forme de prospérité sous le gouvernement de Phocion. Je vais pas trop développer le cas athénien et revenir donc aux événements avec Antigone. Alors celui-ci donc mène la guerre contre Mène de Cardia, on l'a suivi, et il va donc, Antigone, mener des négociations avec le domaine de Cardia, pardon, va mener des négociations avec Antipater. Donc il y a déjà un rapprochement, on va dire, au détriment d'Antigone, entre Mène et Antipater. Et là, les événements vont se précipiter. Antipater meurt à l'âge de 78 ans, à l'été 319. Donc avec lui disparaît le dernier compagnon de Philippe, contemporain de Parménion notamment. Alors, en guise de bilan, on pourrait dire effectivement qu'Antipater n'a pas participé directement à l'expédition d'Alexandre, mais il l'a rendu possible en maintenant, avec autorité, une forme de clairvoyance, la Grèce sous la tutelle macédonienne. Il montre une certaine fidélité à Alexandre en y appliquant les décisions royales, malgré ses réticences envers la politique orientale d'Alexandre, et la haine qui va croissante entre lui et Olympias. Alors, là où il faut être clair, on le reverra, c'est que sa succession va poser beaucoup de problèmes, parce que on aurait pu supposer qu'il allait désigner dans son testament son propre fils Cassandre, et c'est pas du tout ce qui va arriver. Il va confier donc la régence de Macédoine et donc la protection des rois à son fidèle Polyperchon, dont on a parlé tout à l'heure, qui est en fait l'aîné des généraux macédoniens. Donc, vous voyez, il a une position légaliste, on va dire, de tradition macédonienne, voilà, on pourrait dire le droit d'aînesse. Et donc voilà, retenez bien, contre toute attente, il désigne pas Cassandre, son fils, mais Polyperchon. Et ça va relancer gravement le conflit entre les diadoques, parce que déjà on suppose que Cassandre ne sera pas content, et Polyperchon va chercher de nouveaux alliés. Et on verra, il va s'allier avec Eumène. Donc revenons à la succession d'Antipater. Donc il sent sa fin proche, et il a préparé vraiment, par la voie d'un testament, donc sa succession. Donc voilà, Polyperchon est désigné épimélète des rois, et il a quand même une mission implicite, c'est de maintenir la Macédoine hors du giron d'Antigone, surtout, et de Ptolémée. Alors, son fils aîné Cassandre est quand même confirmé dans ses fonctions de chiliarque équestre, donc de commandant de la cavalerie, l'Empire, on dirait. Mais en tout cas, on pourrait s'expliquer pourquoi, voilà, il a écarté son fils. Alors, on pourrait considérer déjà qu'il choisit un officier expérimenté parce qu'il craint en fait les ambitions d'Antigone. Et d'ailleurs, il n'a pas tort, l'histoire lui donnera raison. Et à voir aussi qu'Antipater respecte, voilà, une forme de tradition, en confiant la régence, qui n'est pas une charge héréditaire, à un stratège expérimenté et respecté des soldats macédoniens. En tout cas, la désignation de Polyperchon est contre-productive vis-à-vis d'Antigone, parce que, en clair, Antigone, on va dire, on ne respectait qu'une seule autorité, c'était celle d'Antipater. Et donc, la mort d'Antipater va pour lui libérer ses ambitions. Il voudra jamais rendre compte à Polyperchon. À voir, on a compris que cette nouvelle organisation donc place Cassandre sous la subordination de Polyperchon.
Et celui-ci, on imagine bien, refuse de se soumettre et revendique pour lui-même l'héritage paternel. Donc en Macédoine, des factions vont s'organiser autour de chacun des protagonistes, et Olympias va prendre le parti de Polyperchon, par haine, on va dire, des antipatrides, hein, tandis que Cassandre reçoit, lui, le soutien d'Antigone. Donc là, Polyperchon a besoin d'un nouvel allié en Asie, qu'il va trouver en la personne d'Eumène de Cardia, hein, un ancien chancelier d'Alexandre, qui a joué un rôle important dans le règlement des accords de Babylone, qui a pris pied en Cappadoce grâce à Perdiccas, et qui va donc être désigné stratège d'Asie, c'est-à-dire qu'il va remplacer officiellement Antigone. Et avec une mission, c'est là le retournement de l'histoire, hein, c'est qu'il va avoir mission au nom des rois, cette fois-ci, de combattre Antigone, qui est considéré donc comme le rebelle et l'homme à abattre. Et donc là, on va aboutir à la deuxième phase de la guerre des Diadoques, en Asie, entre Mène de Cardia, donc au nom de la royauté, et Antigone, au nom de lui-même. Et on a bien compris qu'Antigone sera en 316 vainqueur de Mène et qu'il va fonder une immense principauté pour ensuite se proclamer roi. Voilà pour la succession d'Antipater. En conclusion, revenons sur sa longue descendance. Alors, il a eu plusieurs épouses dont le nom nous est inconnu, mais il aurait eu 10 enfants, ce qu'on va appeler les Antipatrides. Alors, il y en a trois largement méconnus: Nicanor, Triparadisos, un homonyme de la ville de Syrie, tiens, et Alexarchos, bon, peu importe. Ensuite, une série qui vont jouer un rôle important, donc évidemment Cassandre, le général, futur roi de Macédoine, Plétarchos, qui sera en général de son frère Cassandre, également un dénommé Philippe, qui sera le père d'un dénommé Antipater II, qui va régner très peu de temps en Macédoine, dans les années 290 à peu près. Il y a aussi le fils, donc un fils, Iolas, échanson d'Alexandre, qui va mourir assez rapidement, voilà, après la mort d'Alexandre. Et il a deux filles. Et là, c'est important parce que ça va créer des querelles inextricables, enfin voilà, et puis des alliances aussi, bien sûr. Donc, Eurydice, qui sera la première épouse de Ptolémée, enfin l'une des premières épouses de Ptolémée, parce qu'elle a été mariée pendant les noces de Tude, et Phila, hein, qui d'abord épouse Cratère, et qui évidemment à sa mort, donc elle est veuve, et va épouser Démétrios Poliorcète. Et comme on a bien compris, Démétrios Poliorcète est le père d'Antigone Gonatas, donc roi de Macédoine, donc indirectement, hein, Antigone Gonatas descend des Antipatrides. Bon voilà, il y a un arbre généalogique qui se croise, hein, évidemment, au temps des Diadoques. Donc voilà pour, on va dire, la carrière d'Antipater, qui nous a permis d'introduire les guerres des Diadoques, et notamment de comprendre, hein, le problème de sa succession, hein, à sa mort en 319, qui va amener la deuxième phase de la guerre des Diadoques. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.